monsieur, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, clôture d'un atelier de redynamisation du comité technique pour le développement de la petite enfance. Et enfin, l'Arabie Saoudite annonce sa candidature pour accueillir la Coupe du Monde 2034. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, et la représentante de l'USAID, Mme Nancy Ostrowski, ont conjointement clôturé un atelier de redynamisation du comité technique multisectoriel pour le développement de la petite enfance, appuyé par le projet Jouer pour apprendre, Play to Learn de l'USAID. Cet atelier a réuni toutes les parties prenantes actives travaillant dans le développement de l'éducation de la petite enfance afin de discuter des moyens d'améliorer la collaboration entre tous les partenaires. Rappelons par ailleurs que ces mêmes membres avaient auparavant participé à l'élaboration, la validation et la mise en œuvre du plan stratégique national pour l'enfance à Djibouti, validé en septembre 2021. J'ai entendu que vous avez eu déjà des discussions très fructueuses et je suis très content pour ça. Je voudrais vous rassurer du soutien de l'USAID dans le secteur primordial pour les enfants, mais même dans tous vos objectifs pour les femmes, les enfants et aussi pour le peuple djiboutien. Nous sommes ici pour vous. Eh bien, dans son discours, la ministre de la Femme et de la Famille a souligné l'importance du développement de la petite enfance. En son terme, il faut que tous les enfants naissent et vivent protégés contre les maladies et toutes les formes de violence et discrimination afin qu'ils puissent développer leur potentiel pour une pleine participation dans leur vie et dans leur pays. Le document de la politique nationale de l'enfant est donc un cadre stratégique sur lequel le ministère de la Femme et de la Famille doit travailler, mais ne peut pas travailler seul, doit travailler avec l'ensemble des départements. Et ça, c'est un document qui retrace l'engagement du gouvernement à assurer à ce que tous les jeunes enfants djiboutiens puissent bénéficier des conditions adaptées alors pour un développement, pour un plein potentiel, selon donc l'approche holistique qui est donc le premier modèle qu'on est en train d'exprimer aujourd'hui. Il est donc important d'outiller ce comité de tous les moyens possibles pour qu'il puisse faire son travail de façon transparente et efficiente. Le développement de la petite enfance est donc l'un des volets les plus importants de notre politique. C'est un investissement majeur dans le capital humain afin de garantir le développement et l'épanouissement de l'enfant. Chers membres du comité, par votre engagement continu et fécond pour la mise en œuvre de la politique nationale de l'enfant, vous allez contribuer à la concrétisation de la vision qui est contenue et qui s'y formule comme suit. Il faut que tous les enfants naissent et vivent protégés contre les maladies et contre toutes les formes de violence et discrimination et développer leur potentiel pour une pleine participation dans la vie de notre pays. En choisissant de redynamiser ce comité et de réunir ses membres, nous avons opté pour une approche de complémentarité et de synergie entre toutes les structures engagées dans le développement de la petite enfance. Ces travaux de réflexion durant ces 2 jours ont été l'occasion non seulement d'identifier des contraintes de la mise en œuvre du plan d'action opérationnel de la politique, mais surtout de formuler les recommandations pertinent à l'endroit de notre ministère et à celui de nos partenaires sectoriels. Eh bien, je vous emmène en Europe, plus précisément en Autriche, où une délégation de haut niveau de la République de Djibouti a participé à son 7e conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui s'est tenue à Vienne.
Cette délégation, conduite par M. Yassine Hussein Doualé, ambassadeur et représentant permanent auprès de l'Agence internationale de l'énergie atomique, était composée des directrices générales d'autorités nationales de sécurité et sûreté nucléaire, radiologie chimique et biologique, du premier conseil de l'ambassade de Djibouti en Allemagne. Les membres de la délégation ont participé tant aux différents travaux de la 107e conférence générale qui ont été présidés par Mme Willen Manglekul, ambassadrice de la Thaïlande à l'Agence internationale de l'énergie atomique, avec le concours de M. Raphaël Marionneau, directeur général de l'agence atomique, rencontre bilatérale avec les responsables du département de coopération technique de l'agence de l'énergie atomique. Par ailleurs, il a noté qu'au cours des séances plénières, l'ambassadeur Yassine Hussein Doualé a prononcé un discours portant sur le rôle de Djibouti au sein de l'agence en tant que pays attaché au principe de la non-prolifération des armes nucléaires, ainsi que celui de la dénucléarisation du monde, en particulier de la région du Moyen-Orient. Il a également évoqué les différents projets dans le cadre de la coopération technique en cours à Djibouti avec l'Agence internationale de l'énergie atomique en ce qui concerne le domaine de la santé, de l'environnement, de l'énergie et qui promeut l'utilisation civile des technologies nucléaires. Il a notamment souligné le lancement sous la vision éclairée du président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, du projet de création par le ministère de la Santé d'un centre de traitement contre les cancers par radiothérapie avec la coopération active de la Banque islamique de développement dans le cadre de son initiative Les Rayons de l'Espoir. Retour à Djibouti, clôture de l'atelier de vulgarisation de la cartographie des médias adaptés aux personnes handicapées. C'est l'ANPH en étroite collaboration avec le PNUD qui a procédé jeudi au Centre de leadership et de l'entrepreneuriat à la clôture de l'atelier de vulgarisation de la cartographie des métiers adaptés aux personnes handicapées. L'événement est d'une importance capitale pour les personnes handicapées en mettant en place un système pour l'insertion professionnelle et l'autonomisation des personnes en situation de handicap. La cartographie des métiers est un outil pertinent pour la promotion et l'insertion professionnelle pour des personnes en situation de handicap. L'atelier vise à dresser les moyens nécessaires pour en adapter un emploi pour une personne handicapée. C'est en quelque sorte un devoir de volonté et une obligation de résultat qui a abouti à cet atelier pour ne laisser personne de côté. Cet atelier est un outil pertinent pour la promotion et l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Ici, il s'agit là pour l'ANPH, organisatrice de cet événement, en collaboration avec le PNUD, de faciliter l'accès aux opportunités d'emploi des personnes handicapées, de respecter le quota employabilité destiné aux citoyens à besoins spéciaux et promouvoir ainsi leur intégration sociale. Autre actualité nationale dans ce 15h, c'est aussi le ministère de l'Éducation nationale qui a lancé une série de formations portant sur la gestion des catastrophes et l'apprentissage des gestes de premier secours à l'endroit du personnel de la vie scolaire et des élèves. La première formation a débuté aujourd'hui au lycée d'État de Djibouti. Elle a été dispensée par des experts du cabinet Helbo Prevention. Les bénéficiaires ont suivi non seulement un cours théorique, mais aussi ils se sont exercés à mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Les personnels formés ainsi que les élèves vont vulgariser les acquis de cette formation auprès des autres membres de la communauté scolaire afin que tout le monde puisse adopter les comportements et les gestes adéquats pour gérer les risques de catastrophes. Eh bien, cette initiative louable prise par le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, permettra sans nul doute à renforcer la sécurité des usagers des établissements scolaires. Écoutons ces quelques réactions recueillies par notre équipe. Est faite pour les surveillants, les CPE et quelques élèves de l'établissement. Donc c'est une formation qui est initiée par son Excellence le ministre de l'Éducation nationale. Cette formation qui vient à point nommé, c'est une formation qui permet aux élèves d'apprendre le comportement à adopter lors de catastrophes. Donc comme nous avons vécu les semaines dernières le tremblement de terre, donc je pense que c'est une formation qui vient à point nommé pour outiller le personnel du ministère de l'Éducation nationale ainsi que les élèves pour pouvoir se protéger d'abord et ensuite sauver des vies. Donc c'est une formation qui va se poursuivre dans tous les établissements scolaires. Aujourd'hui, nous avons commencé l'État de Djibouti, mais dans les jours à venir,
elle va se poursuivre dans les autres établissements de la capitale. Donc aujourd'hui, les élèves ainsi que le personnel ont été vraiment très intéressés par cette formation. Ils ont appris beaucoup de choses. Je pense que plus tard, ils vont pouvoir mettre en pratique tous les gestes qu'ils ont appris et qu'ils sont en train d'apprendre lors de cette formation. La formation principale qui est l'évacuation, on a pris 15 élèves d'échantillon, 5 élèves de seconde, 5 élèves de première et 5 élèves de terminale, avec les personnels de la vie scolaire, les surveillants et les CPE. Cet exercice permettra de mieux former et de mieux faire connaître comment on évacue, comment on réagit, le rôle de chacun de l'établissement, c'est-à-dire le rôle de l'administration, le rôle des surveillants, le rôle des enseignants et le rôle des élèves. On remercie le ministre de l'Éducation nationale qui nous a confié et qui nous a donné cette opportunité. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi dans le cadre de la participation de la société civile à la gouvernance et au développement local avec l'appui et le soutien financier de l'AIMF et l'Union européenne. Une cérémonie de lancement du projet s'est tenue simultanément jeudi dernier dans les deux communes, à savoir de Boulaos et de Balbala, et ce pour la promotion et l'extension des services pré-collectés des déchets ménages. À travers cette réunion, il a été mis en place un cadre stratégique de lutte contre l'insalubrité publique, mais aussi inculqué aux riverains que la propreté est l'affaire de tous. Il est important de savoir qu'à travers les réunions d'aujourd'hui, des associations ont été sélectionnées dans le but de lutter constamment contre l'insalubrité, de la protection et la protection de l'environnement. On prépare à ces réunions l'assistant technique international et coordinateur du projet de l'AIMF, M. Flavien Saz, et le président de la commune de Blaus, Abdelkader Iman Aden, et celui de la commune de Balbala, Mohamed Hassan, et les représentants des associations sélectionnées dans le cadre de ce projet. Écoutons ces propos, les propos plutôt de l'assistant technique international du coordinateur du projet AIMF, M. Flavien Saz. Nous sommes ici pour deux raisons essentielles. Première raison, c'est le lancement officiel des projets subventionnés. Comment on en est arrivé là? Dans le cadre du projet intitulé « Participation de la société civile à la gouvernance et au développement local », financé par l'Union européenne et mis en œuvre à Djibouti par l'Association internationale des maires francophones, en collaboration avec l'Association nationale des collectivités locales de Djibouti. Le but essentiel, c'est de promouvoir le bien-être des populations. Et pour ce bien-être, on estime que ça ne peut être que dans la concertation que cela puisse se faire de façon dynamique et de façon concertée. Donc, partant de là, on a une composante appel à projet à l'intérieur du projet participation de la société civile. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous sommes là dans le cadre du projet. Nous sommes là pour faire un suivi de démarrage, pour qu'on sache à l'étape zéro où est-ce que nous en sommes. Il s'agit de tel projet, de telle activité, et ensemble, nous allons avancer dans la mise en œuvre de ce projet-là. Direction le nord du pays, en collaboration avec les militaires de la région de Tadjoura, la police et l'équipe mobile de la brigade de la douane de la région de Tadjoura ont saisi une importante quantité de 4 de 26 kg, soit plus de 1300 kg. Rappelons que les moyens de transport des contrebandiers ont été saisis. Les contrebandiers, malheureusement, ont pris la fuite. Le directeur général de la douane, M. Gouled Ahmed Youssouf, a félicité tous les collaborateurs des forces nationales de sécurité de la région de Tadjoura, Tadjoura, et les encourage, a-t-il rappelé. Et dans la page internationale, l'Arabie Saoudite a annoncé
mercredi son intention de présenter sa candidature à l'organisation de la Coupe du Monde 2034. Dirigée par la Fédération d'Arabie Saoudite de football, la candidature pour 2034 vise à organiser un tournoi de classe mondiale et s'inspirera de la transformation sociale et économique en Arabie Saoudite et de la passion profondément enracinée du pays pour le football. La première demande de la candidature de l'Arabie Saoudite s'appuie sur l'expérience croissante du royaume en matière d'organisation d'événements footballistiques classe mondiale et sur ce projet en cours pour accueillir les supporters du monde entier lors de la Coupe du Monde des clubs de FIFA 2023 et de la Coupe d'Asie, l'AFC 2027. Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman a souligné que la volonté de l'Arabie Saoudite est de se porter candidate à l'organisation de la Coupe du Monde de football 2034 témoigne des progrès accomplis par le royaume dans tous les secteurs. Autre actualité dans l'actualité internationale, l'Afrique obtiendra bientôt un 3e siège au conseil d'administration du Fonds monétaire international afin de renforcer sa voix au sein de l'institution, selon la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva. Cette décision s'inscrit dans un effort visant à rééquilibrer la présentation des pays en développement au sein des institutions internationales telles que le FMI, la Banque mondiale. Les discussions sont en cours pour déterminer les détails de cette initiative. Madame Kristalina a également exprimé des préoccupations concernant les conséquences de la guerre en Ukraine et de l'inflation sur les pays africains, en particulier sur l'accès à la nourriture pour les populations vulnérables. Cependant, elle a souligné que la solution n'était pas de plafonner les prix ou de subventionner des produits, mais plutôt de soutenir directement les populations les plus pauvres. En ce qui concerne la croissance économique de l'Afrique subsaharienne, la FMI prévoit une croissance légèrement supérieure à 3% en 2023, avec des perspectives plus optimistes pour 2024. Georgieva a appelé davantage de soutien de la part des États et du secteur privé pour les pays émergents. Enfin, la Banque mondiale a exprimé des inquiétudes quant à une possible décennie perdue pour l'Afrique subsaharienne en raison de l'instabilité politique croissante de la montée des conflits. Et enfin, dans l'actualité internationale, et je vous le disais dans le titre, au moins ces nouvelles arrivées surviennent alors même que les dirigeants européens sont réunis à Grenade, dans le sud de l'Espagne, pour un sommet informel dont l'un des principaux thèmes sera épineux, sujet de l'immigration, a ajouté l'agenda à la suite de l'afflux récent des milliers de migrants sur la petite île italienne de Lampedusa. Selon une porte-parole du secours maritime, 3 embarcations avec 275 personnes à bord ont été prises en charge sur l'île de El Hierro, la plus ouest des Canaries. 2 autres bateaux sont arrivés sur l'île de Tenerife et un dernier sur l'île des Grandes Canaries. Selon cette porte-parole, ces migrants d'origine d'Afrique subsaharienne ont été pris en charge par les autorités confrontées depuis plusieurs semaines et une hausse importante des arrivées sur cet archipel situé au large du côte nord-ouest du continent africain. Eh bien, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre notre programme télévisé. Eh bien, le programme continue sur Télé Djibouti. Restez avec nous.